Merci beaucoup Ariana. Je vous invite toutes et tous à noter vos questions. Ariana sera là aussi dans la suite de la journée et vous pourrez profiter. C'est assez rare d'avoir des gens de cette hauteur de vue sur la question de l'impact pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors avec Ariana, finalement, on a vu que la mesure de l'impact vous permettait à la banque et avec vos partenaires à mieux apprendre, à progresser, à trouver aussi des réponses à ce qui marche bien pour limiter la pauvreté, augmenter la prospérité. Mais quand on regarde aussi, et comme l'a dit Pascal Lheureux en introduction, finalement, pourquoi est-ce qu'on mesure l'impact? Certes pour progresser, pour apprendre, mais c'est aussi pour être redevable. C'est aussi pour rendre des comptes auprès de celles et ceux qui nous accompagnent, qui nous financent. Et donc c'est ces deux dimensions-là qu'on veut aujourd'hui traiter pendant cette journée. Notre objectif est vraiment de comprendre la manière dont la mesure de l'impact peut permettre d'augmenter positivement l'investissement dans l'agriculture et le développement des filières agricoles. Donc mesurer pour progresser, mesurer aussi pour être redevable. Ce qu'on veut avec cette conférence, c'est comprendre comment les acteurs du financement, comment les acteurs de l'investissement aussi, dans une agriculture durable, mesurent l'impact de ce qu'ils financent, de ce qu'ils accompagnent, de leurs actions et de leurs initiatives. On veut aussi examiner en quoi mesurer l'impact, évaluer les effets des investissements permet de changer les pratiques dans une dynamique de transformation. L'année dernière, on a parlé d'intensification agroécologique dans cette même salle, d'investissement dans les industries de transformation, dans l'ensemble, bien sûr, des filières. Mais avant de continuer cette journée, je voudrais, avec vous, partager quelques messages vocaux qu'on a reçus de producteurs, 3 d'entre eux avec qui on a échangé avec mon collègue Christian ces dernières semaines. Ils nous ont laissé des messages vocaux pour nous inviter à prendre quelques dimensions en compte dans nos échanges aujourd'hui. Ils ont insisté sur ce qu'est l'impact, donc des effets positifs, mais peut-être aussi négatifs, qu'on serait capable de mesurer à long terme, voir des changements observables, quantifiables, peut-être difficilement quantifiables aussi, on en parlera cet après-midi, dans les pratiques agricoles, dans les écosystèmes, mais aussi dans les communautés rurales et dans les chaînes d'approvisionnement. Des impacts qui vont au-delà des résultats financiers. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de discuter aussi comment est-ce qu'on fait l'équilibre entre ces dimensions-là. Je voudrais qu'on commence par écouter Yeo Moussa, qui est directeur de la coopérative Yeyaso en Côte d'Ivoire, qui produit notamment du cacao, une coopérative qui compte plusieurs milliers de membres. Et il insiste sur les dimensions de l'impact à analyser. On l'écoute. La durabilité prend en son sein 3 éléments qui sont le social, l'économie et l'environnement. Aussi bien qu'on va développer les projets environnementaux à ce que les producteurs puissent s'engager à maintenir un équilibre écologique, un équilibre environnemental pour le bonheur de tous. Mais je pense qu'après l'équilibre environnemental, il faut penser aussi au bien-être du producteur. En leur demandant de faire des sacrifices pour le bien-être de l'environnement, aussi pour ces sacrifices, il faudrait qu'à la fin, les produits pour lesquels il se sacrifie au quotidien pour la production. Il va falloir que ces produits soient mieux rémunérés, soient mieux payés, afin que ces personnes puissent investir dans le social. Quand je parle de social, il y a des zones dans lesquelles les producteurs y vivent, ils n'ont pas accès à la santé, souvent à l'éducation. Donc, après tout ça, il faudrait qu'on accompagne les producteurs avec ces mesures-là pour qu'à la fin, l'impact ou bien la mesure de l'impact soit fait à tous les 3 niveaux. Mais si seulement on prend le côté environnemental auquel on doit concentrer tous nos efforts et après, en économie, le producteur n'y gagne rien et son social n'est pas au rendez-vous, je pense qu'il y a de fortes chances que l'impact n'est pas un élément positif ou un effet positif sur la vie des aquaculteurs. Donc, pour un tel projet, je pense qu'il faut prendre en compte les 3 éléments et à la fin, je pense qu'on pourra plus ou moins dire qu'il y avait un impact sur la vie des aquaculteurs ou des producteurs en général. Alors Yeo nous dit bien que l'environnement est important, mais que ce n'est pas la seule dimension. Les producteurs nous ont vraiment rappelé les impératifs aussi de sécurité alimentaire, de lutte contre la vulnérabilité économique, la pauvreté et aussi les chocs climatiques. Ils ont attiré notre attention sur les risques aussi que l'exercice de la mesure d'impact pourrait faire courir sur des investissements qui sont clés. Par exemple, si demain on déciderait d'arbitrer en défaveur d'un investissement
dans une usine de transformation du lait ou de l'anacarde ou d'autres productions, alors qu'elles sont vitales, bien sûr, pour les économies et les ruralités, mais peut-être trop chargées en investissement carbone et donc trop négatifs au bilan carbone des investisseurs. Alors faire des efforts pour avoir un impact positif, mais pour quel résultat économique? Déjà, Yeo nous en parlait dans le vocal juste avant. Et là, je voudrais qu'on écoute Fernando, qui lui est vice-président de l'Union de producteurs biologiques Beneficio Mahomout, qui rassemble plus de 650 producteurs de café au Mexique. Et il indique qu'une manière de valoriser cet investissement pour avoir un impact positif, eh bien c'est la certification. On en parlera en début d'après-midi, bien sûr. Mais écoutons-le sur justement les limites de cet exercice de certification pour les producteurs. Bueno, la certificación es importante para nosotros porque nos da cierta credibilidad, tanto en el mercado internacional como con los clientes, para poder justificar que efectivamente el producto de los cafetaleros y de las cafetaleras es efectivamente de comercio justo, pero no nos resuelve el problema de financiamiento, porque al contrario, también las certificaciones cada vez son más caras, ¿sí? Nosotros tenemos que pagar más de 120 mil pesos por cada certificación. Por un lado, la certificación orgánica, por otro lado, la certificación de comercio justo, y si tenemos otro sello, tenemos que pagar adicionalmente. Entonces, una buena parte digamos que de los recursos que deberían de quedar al productor se van. Pero bueno, sabemos que es una obligación, un requerimiento de que los productores a nivel de la coopérative tienen que cubrir. Alors, on entend presque que mesurer l'impact peut être une contrainte, à condition que les producteurs soient suffisamment et bien rémunérés pour le faire. Contraintes supplémentaires, c'est des messages assez forts que nous ont transmis les producteurs quand on a préparé ces conférences. Ils nous ont fait part de leur inquiétude sur ce que la mesure d'impact, sur la pression qui pouvait s'exercer sur eux, leur incomber en matière de relevé, en matière de données, en matière d'investissement aussi dans cet exercice de mesure de l'impact. On écoutera cet après-midi une productrice nous en parlait. Est-ce qu'ils sont suffisamment outillés? Est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés pour le faire? Je voudrais qu'on écoute pour finir Gustave Bakunda, qui justement, lui, parle des attentes de la réglementation européenne ou américaine et de ce que ça impose aussi aux producteurs et aux acteurs des filières dans les Suds. Gustave, certains d'entre vous l'ont déjà écouté sur nos réseaux, notamment sur YouTube. Vous l'avez vu peut-être déjà dans le livret Farm de cette année. Il est agriculteur, il est basé au Togo et il développe des filières agricoles dans le secteur de l'agriculture biologique, ananas notamment, soja ou encore karité. On écoute ses inquiétudes. Et donc, vous convenez avec moi que dans l'application donc de ces réglementations, il y a un gap de compréhension, mais aussi de mise en application. Donc, cela nécessite et demande une organisation beaucoup plus structurée, mais aussi un coût financier important. Parce que quand nous parlons de l'agriculteur ici dans nos contextes et dans notre milieu, ce n'est pas la même notion de l'agriculteur que nous avons par exemple en France ou que nous avons par exemple aux États-Unis. Nous travaillons avec des petits producteurs. C'est très lourd à porter et ça, s'il n'y a pas d'organisation, de structure aussi formelle, aussi organisée comme les nôtres pour supporter donc cette transition, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Donc, oui, il y a impact. On demande beaucoup d'impact, mais les impacts sont souvent inégalés. Il y a vraiment une disproportion entre ce qu'on nous demande et ce qui est possible et ce qui est vraiment faisable à l'échelle de nos pays ou à l'échelle de nos organisations. On entend encore Gustave nous parler de ces impacts de la réglementation qui sont en plus aujourd'hui discutés au niveau européen. D'autres producteurs s'exprimeront dans la journée. J'en ai déjà croisé nos amis algériens qui sont avec nous aujourd'hui en présentiel. Peut-être auront des questions et des remarques au cours de cette journée de discussion.
Donc ces propos doivent nous guider dans nos discussions, pour les modérateurs et les modératrices qui animeront les tables rondes d'aujourd'hui. La journée va se passer en quatre blocs. Après cette phase d'introduction, je vais laisser la parole à Juliette et Seban et à Tanguy Bernard pour une séance d'introduction plutôt keynote, où l'idée est d'écouter la science, puisque un des 3 pieds de Farm sur lesquels on essaye de marcher, c'est la science. Comment est-ce que la science nous apprend à cette mesure d'impact? On aura ensuite une séquence autour de la compréhension avec la voix des acteurs du financement et de l'investissement, comprendre quelles sont les réglementations, le poids qui pèse sur eux en termes de demande de la part du régulateur, leurs pratiques, leurs méthodologies en termes de mesures d'impact. Après, nous remettrons le prix de la Fondation Farm, dont le lauréat sera annoncé en fin de matinée. Puis nous aurons le temps de cocktail déjeunatoire pour pouvoir échanger. N'hésitez pas à discuter avec les intervenants et les équipes et entre vous. Et cet après-midi, 2 tables rondes, une pour discuter à l'échelle des entreprises qui s'engagent autour d'une agriculture plus durable, dans des changements aussi dans les filières, quelles sont les pratiques qu'ils observent à partir de cette idée de mesurer l'impact de pratiques innovantes. Et on finira par une question centrale que Pascal a rappelée en introduction. Qu'est-ce que cela révèle et qu'est-ce que ça entraîne pour les producteurs? Risques, contraintes, opportunités, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces producteurs dans la mesure de l'impact. Donc, je vais laisser la parole tout de suite, sans plus attendre, à Juliette Seban, qui est spécialiste de l'évaluation d'impact, directrice du Fonds d'innovation pour le développement, a travaillé sur les politiques publiques. Elle est directrice du FID depuis sa création en 2021. Elle a un doctorat en économie du développement et son parcours inclut des expériences à l'international et également en Europe. Juste après les quelques mots d'introduction, une petite quinzaine de minutes de Juliette, ce sera Tanguy Bernard, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et membre du conseil scientifique de Farm, qui discutera aussi de ces éléments. Juliette, merci. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis ravie de passer après Ariana, parce que je pense qu'on partage vraiment la même réponse à la question: est-ce que les évaluations d'impact sont utiles et quel peut être l'apport de la recherche? J'ai bien aimé la façon dont tu le présentes comme un GPS et un accompagnement tout au long d'un projet ou d'une politique publique, plutôt que one shot, un exercice qu'on va faire une fois et pour lequel on attend le résultat. Donc pour moi, c'est vraiment la question autour des évaluations d'impact, c'est pas tant leur utilité, parce que je suis vraiment convaincue qu'elles le sont, c'est dans quelles conditions, pour quelles questions, à quel moment, et c'est ces questions-là que j'aimerais discuter avec vous. Donc au Fonds d'innovation pour le développement que je dirige depuis sa création en 2021, la mesure d'impact est au cœur de notre approche, puisque l'idée, c'est d'offrir des financements, de permettre à des innovateurs, à des chercheurs de travailler ensemble pour tester, pour évaluer différents types d'informations. Donc, on finance des innovations qui sont en lien avec la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et on a été créé par une initiative présidentielle et on est notamment présidé par Esther Duflo, donc économiste du développement, qui a beaucoup travaillé sur la mesure d'impact, les évaluations, les essais contrôlés randomisés, etc. Donc, ce qui évidemment irrigue notre approche et notre ADN. Donc 2 mots sur la façon dont on fonctionne au FID pour aider aussi à réfléchir aux questions de l'utilité de l'évaluation d'impact. Donc on est un fonds qui est ouvert en termes de thématiques, d'acteurs. Donc on a 20% de nos projets qui sont sur le thème agriculture, mais on finance aussi des innovations dans le domaine de l'éducation, de la santé, et toutes géographies qui sont éligibles à l'aide publique au développement. Mais ce qui est important dans l'ouverture, c'est aussi ce qu'on appelle innovation. Alors je sais que il y a des tonnes de définitions, mais l'idée, c'est pas d'en proposer une spécifique. Mais en tout cas, pour nous, l'important, c'est est-ce qu'on peut trouver des projets qui améliorent le statu quo? Donc, est-ce qu'il y a des idées qu'on n'a pas encore testées ou dont on n'a pas évalué l'impact qui, concrètement, peuvent améliorer la vie des populations les plus vulnérables? Et c'est ça notre définition de l'innovation. Ça peut être une innovation technologique, technique, organisationnelle, sociale. On est vraiment très ouvert sur cette question et vous le verrez dans les exemples que je donnerai. Ensuite, on a une approche graduelle, donc ça, je vais le présenter avec les différents stades de financement et c'est important pour moi de vous les présenter par rapport à où doit se situer l'évaluation d'impact dans ce continuum.
Et enfin, donc on a l'épreuve d'impact comme vraiment ADN clé au cœur de notre approche, puisqu'on ne finance des projets à partir d'une certaine échelle et d'un certain niveau de maturité que si l'impact a été évalué ou est en cours d'évaluation et si on apprend effectivement de cet impact. Je pense, pour rebondir sur ce que Mathieu disait de l'impact pour progresser, nous, c'est vraiment la façon dont on l'envisage. Je pense que c'est pas à décorréler de la redevabilité. Ça, pour moi, la redevabilité, c'est aussi vis-à-vis des personnes qui sont impactées par les programmes et les politiques qu'on finance. Et évidemment, les financements qu'on reçoit. Donc nous, on est financé par le gouvernement français, par le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale du Trésor. Et je pense que l'important, c'est que chaque euro investi dans un programme essaye d'être le plus coût-efficace possible et donc de réfléchir à son impact. C'est aussi améliorer cette efficacité. Donc pour moi, les objectifs de progresser et de redevabilité sont totalement complémentaires. Donc pour vous présenter très rapidement les stades de financement, et mon point ici, c'est vraiment de pouvoir dire qu'on apprend à tous les stades. Et j'imagine peut-être qu'il y aura des débats méthodologiques dans la salle aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer là-dedans et j'aimais bien l'image de la voiture d'Ariana. Je pense que pour moi, l'important, c'est vraiment de montrer que toutes les méthodologies d'évaluation ont leur place, mais ça dépend quelles sont les questions qu'on se pose. Donc, nous, on finance des projets pilotes, donc c'est des petits projets pour une nouvelle innovation, on veut tester des nouvelles choses, et là, on se pose des questions qui peuvent être analysées avec du suivi-évaluation. Donc, je crois que c'était Bobby dans ton exemple, Ariana, mais donc de réfléchir, est-ce qu'on va dans la bonne direction, voilà, la recherche peut aussi aider pour répondre à des questions sur le pilote, pour créer un espace pour permettre le développement de nouvelles idées. Ensuite, on finance des évaluations d'impact, et là, on a une définition vraiment restrictive des évaluations d'impact, c'est des méthodes qui permettent de concrètement mesurer l'impact d'une solution. Et donc là, on embarque et des équipes de chercheurs et des ONG, des gouvernements, des entreprises qui mettent en œuvre une politique et qui créent un consortium pour qu'on puisse mesurer l'impact du programme proposé. Et ensuite, on finance des premiers passages à l'échelle, alors très modestes par rapport à ce que nécessite un passage à grande échelle nationale, par exemple, mais qui interviennent dans une phase où on se dit qu'il y a encore à apprendre. Et donc, c'est affiner un programme, avoir testé différentes composantes, ou par exemple, tester le relais d'un programme qui, jusqu'à une certaine échelle, est porté par une ONG et qui un jour va être pris en charge par le gouvernement. Donc il y a un passage de relais et évidemment il y a d'autres questions qui se posent. Donc comment on apprend de ce passage de relais. Donc le point important pour moi, c'était vraiment de vous dire qu'on considère qu'on doit apprendre à tous les stades de développement d'une innovation. Évidemment, c'est très schématique. La vie n'est pas linéaire comme ce schéma. On sait qu'il y a des loops dans tous les sens, on peut aller dans un stade, revenir dans un autre, etc. Mais nous, ça nous permet d'organiser nos financements, mais on sait bien que c'est pas le développement d'un projet ne suit pas cette ligne. 70% des projets qui sont financés au FID incluent une équipe de recherche, quel que soit le stade de financement. Donc ce lien écosystème-innovation, écosystème-recherche est vraiment important pour nous. Pour vous donner un exemple de projet pilote et de type de questions auxquelles on peut répondre, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est quand faut-il faire une évaluation d'impact quand on a déjà piloté le programme. On voit beaucoup de projets de recherche qui nous arrivent alors que le programme n'est pas totalement affiné, alors qu'on se pose encore beaucoup de questions de mise en œuvre. Et là, je pense que c'est vraiment une erreur de se lancer dans une évaluation d'impact alors qu'on n'a pas encore bien piloté la solution. Donc nous, c'est pour ça qu'on propose ces financements, pour tester concrètement la mise en œuvre d'une idée en conditions réelles. Et donc là, j'ai mis 2 exemples qui répondent à des défis de développement différents. Donc le premier, ça a déjà été mentionné, comment améliorer les conseils aux agriculteurs, notamment dans le contexte de changement climatique. Donc là, on finance par exemple une entreprise au Sénégal qui s'appelle Jocalante, qui teste l'intégration d'un chatbot vocal basé sur l'intelligence artificielle pour améliorer ses conseils aux agriculteurs via WhatsApp. Et donc se pose tout un tas de questions de quelles sources de données utiliser, est-ce que la qualité des données vont être suffisante, est-ce que les agriculteurs vont effectivement utiliser les conseils donnés. Et ça, pour moi, c'est des questions de pilote. Et ensuite, si le pilote est probant, que les résultats sont prometteurs, que ça va dans la bonne direction, on peut éventuellement se poser des questions d'impact, donc les rendements des agriculteurs, leurs revenus, etc. Mais il y a toutes ces questions amont sur la solution elle-même. Est-ce qu'elle permet de produire des conseils de qualité ?
Il y a un deuxième exemple qui est sur la question des pertes post-récolte, qui est très importante, notamment sur le continent africain. Et donc là, on finance par exemple une solution portée par une organisation qui s'appelle Casvita au Cameroun, qui a produit une technologie pour allonger la durée de vie du manioc de 2 jours à 18 mois. Et donc la technologie fonctionne, c'est pas ça la question, mais le pilote, c'est comment les agriculteurs s'organisent pour tester utiliser cette technologie, quelle coordination nécessaire, etc. Et donc là, c'est des questions qu'on se pose au stade pilote. Ensuite, c'est vraiment une fonction un peu de capital risque, on teste très en amont du développement de l'innovation. Ensuite, il y a donc des évaluations d'impact. Donc là, pour des solutions qui ont déjà été pilotées, donc nous, on finance une 40aine d'évaluations d'impact aujourd'hui dans le portefeuille du FID. J'en ai mis 2 ici. La première vise à évaluer, à lever des obstacles liés au genre qui se dressent sur la route des agricultrices au Kenya pour l'accès aux intrants. Donc c'est des formations sur les intrants, mais faites par des femmes et des agricultrices qui sont choisies par les communautés, et voir si ce choix et les dynamiques de genre permettent un meilleur accès pour les agricultrices kenyanes à ces technologies et à l'adoption de ces technologies. Et le second exemple est un projet qui est mis en œuvre au Nigeria par plusieurs ONG, dans lequel est aussi embarquée une équipe de recherche pour réfléchir à comment diminuer la prévalence des conflits agro-pastoraux, qui est un sujet très important, notamment au Sahel. Et donc, ils proposent différents types de dialogues intercommunautaires et ils testent ces différents dialogues pour voir si certains permettent de diminuer ces conflits. C'est la première évaluation d'impact dans un contexte de conflit actif. Là, j'ai donné 2 exemples. Est-ce que je peux revenir en arrière? Je ne sais pas comment on fait. C'est pas grave, je suis là. Je ne bouge pas. Donc, c'était 2 projets sur lesquels on n'avait pas encore de résultats. Donc là, j'en mets d'autres où il y a des résultats. Je pense que l'intérêt d'une évaluation d'impact pour ces 2 projets était de dire on introduit un nouveau programme pour lequel on ne sait pas si l'impact est avéré. Donc, il y a un intérêt à mesurer cet impact. Donc, je vais rentrer directement dans ces deux exemples là où il y a des résultats. Donc, le premier, c'est un programme d'enseignement agricole en milieu scolaire, donc au Libéria. Au Libéria, où 75% de la population vit de l'agriculture et où seulement 3% des ménages agricoles ont accès à un système de vulgarisation. Donc se pose la question de comment mettre en place un système de vulgarisation. Et un des canaux qui a été choisi ici, c'est le canal des écoles. Et donc ils ont testé un programme d'enseignement agricole pour, en fait, via les élèves, influencer les pratiques des parents. Donc c'est un projet qui est mené par Northwestern University et notamment le chercheur Christopher Udry, qui teste donc plusieurs composantes d'enseignement en classe, de fermes de démonstration scolaire, de formation, où en gros c'est des projets à la maison et des journées de sensibilisation des parents. Le programme vient de se terminer et a conduit à des résultats qui sont très probants sur l'adoption par les élèves de technologies agricoles, mais du coup par leurs parents. Donc on voit une hausse de 15% de l'adoption de nouvelles pratiques agricoles par les parents, et notamment la pratique du lit, qui était la plus importante, et une hausse de 24% de la fréquentation scolaire des enfants. En revanche, on remarque, puisqu'ils testent plusieurs composantes et plusieurs types de groupes, qu'il n'y a aucun impact du programme, voire peut-être un impact négatif si les parents ne sont pas directement impliqués dans le programme. Donc ça, c'est le type d'enseignement extrêmement important qu'on tire de l'évaluation d'impact. Et pour le passage à l'échelle de ce projet, la nécessaire composante qui n'était pas forcément présente dans le programme que menait l'ONG au départ. Et le deuxième exemple que j'ai donné, c'est donc un peu plus éloigné de nos sujets aujourd'hui, sur la cuisson propre. On a financé un projet à Goma qui fait tristement l'actualité aujourd'hui sur la mise à disposition d'autocuiseurs électriques auprès de ménages qui sont déjà connectés au réseau électrique par donc une entreprise qui est l'entreprise hydraulique qui produit l'énergie dans le parc du Virunga, Virunga Énergie, pour permettre une diminution de la consommation de charbon, parce que 90% des ménages à Goma aujourd'hui se cuisinent au charbon de bois. Et ils dépensent environ 30% de leurs revenus, entre 20 et 30% de leurs revenus pour ce charbon de bois qui est très cher parce qu'il est notamment dû aux conflits armés et qui participe à la déforestation notamment du parc du Virunga. Donc il y a eu cette distribution d'autocuiseurs et des campagnes de sensibilisation qui ont mené à une très forte adoption. Donc 85% des foyers ont adopté la cuisson électrique, ce qui est
vraiment extrêmement élevé par rapport à d'autres évaluations qui montraient beaucoup de barrières à l'adoption de cette cuisson électrique et qui s'expliquent peut-être par le prix du charbon, le contexte particulier, mais en tout cas qui nous apprend sur ces barrières et qui réduisent la consommation de charbon de bois de 35%. Donc c'est j'avais mis une substitution, c'est une substitution partielle mais vraiment importante et on voit bien ces impacts sur l'environnement, les émissions et la protection de la biodiversité. Donc, j'ai gardé le dernier point, accompagner le passage à l'échelle. C'était simplement... donc, nous, on n'a pas d'exemple dans le portefeuille aujourd'hui d'évaluation d'impact qui sont passées au passage à l'échelle. On a démarré il y a 3 ans, donc ça devrait arriver bientôt. Mais vous en avez eu aussi dans la présentation d'Ariana. Mais un sujet qui, moi, m'intéresserait aussi dans la conférence d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à... On sait que les évaluations d'impact, c'est un investissement important en temps, pour les équipes qui s'engagent, pour les chercheurs qui s'engagent, financiers aussi. Et je trouve que cet investissement vaut le coup si on crée un bien public qui est la connaissance, qu'elle est partagée et qu'effectivement, ils informent les transformations des politiques publiques. Et donc, il y a toute une question de... Une fois qu'on a ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous, au FID, on est persuadés qu'on a un rôle à jouer en tant que bailleur. Donc on incite les équipes de recherche à introduire de la valorisation des résultats, à impliquer les parties prenantes qui ensuite peuvent décider d'un potentiel passage à l'échelle dès le début du projet. Mais je pense qu'on peut aussi réfléchir collectivement à comment faire en sorte que ces évaluations soient utiles et transforment effectivement les politiques de développement. Je vous remercie. Bonjour, j'y ai ? Ouais. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici. Très heureux de faire suite à ces présentations précédentes qui, à mon avis, aident vraiment à cerner le sujet. Je voudrais revenir sur le premier intervenant, notre président de fondation, qui nous disait « Cette conférence cette année, c'est beaucoup sur comment est-ce qu'on finance le développement agricole ». Et je vais essayer de donner quelques mots du point de vue du chercheur, mais également impliqué dans le conseil académique de la Fondation. Quelques mots sur comment est-ce que la recherche peut informer les politiques publiques avec la recherche au sens lié à cette science de l'impact qui était mentionnée. Alors c'est un long sujet, 15 minutes, c'est pas possible. Je voudrais mentionner qu'il y a des excellentes synthèses sur toutes les évidences qui sont générées, tous les résultats qui sont générés depuis, disons, une vingtaine d'années sur les outils de développement agricole, les innovations, leur impact, où est-ce que ça a marché, oui, comment, etc. Et donc notamment une qui est une revue de littérature qui est mise à jour annuellement, qui est faite par Tavnit Souris et Christopher Woodrick, que Juliette vient de mentionner, et que je vous encourage à aller voir. Donc, ici, je ne vais pas pouvoir parler de tout ça, je voudrais juste vous donner quelques leçons tirées d'expériences personnelles qui utilisent des méthodes de recherche, parfois avec des essais randomisés, parfois d'autres. Et je voudrais illustrer ça, peut-être par 2 études en particulier, qui vont s'intéresser à la qualité des produits au Sénégal et en Éthiopie. Alors, elles n'ont pas été financées par le FID, peut-être parce qu'elles étaient antérieures, on verra une autre fois. Je me focus sur le Sénégal et l'Éthiopie. Il y a d'autres études qu'on mène au Nigeria sur des problématiques d'aflatoxine ou en Côte d'Ivoire sur des problématiques de travail des enfants. C'est une réflexion générale sur la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière un produit et comment est-ce que les producteurs sont incités à augmenter l'attribut de qualité qui est lié à ce produit. Alors, je m'intéressais donc aux oignons au Sénégal, et dont la qualité, c'est essentiellement un oignon qui ne se dégrade pas, qui n'est pas très gros, qui n'est pas gorgé d'eau, et qui a une capacité à tenir assez longtemps dans la cuisine, même si les oignons sont consommés très très vite dans les cuisines sénégalaises, comme on sait. L'autre, c'est le blé en Éthiopie, et là, je vais m'intéresser à un critère de qualité qui n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Je peux vous montrer 2 poignées de blé similaires. Enfin, on pensera qu'elles sont similaires, indistinguables, sauf qu'il y en a une qui fait 15% de farine de plus que l'autre.
Et donc ce taux d'extraction de farine, qui est fondamental pour les minotiers, en bas de la chaîne de valeur, comment est-ce qu'on fait en sorte que les producteurs soient encouragés à produire ce blé de meilleure qualité? Et d'une manière générale, la qualité, c'est important parce que ça a trait à d'abord des enjeux de sécurité alimentaire sur les aflatoxines, ça a des enjeux sociétaux, globaux, sur le travail des enfants, la préservation de la forêt, mais également plus clairement, ou disons à plus court terme, sur la connexion entre les producteurs et les marchés urbains, à un moment où de plus en plus de villes sont en expansion, des classes moyennes qui augmentent, qui ont des demandes notamment pour la qualité plus importante et qui sont satisfaites de plus en plus, ou en tout cas toujours autant par des produits importés, alors même qu'il y a une capacité de production locale importante. Donc, on s'intéresse à ce sujet et ce que l'on observe, c'est que souvent, la qualité des produits offerts par les petits producteurs en Afrique subsaharienne est plus faible qu'elle ne devrait l'être. Ça ne veut pas dire qu'elle est extrêmement mauvaise, mais ça veut dire qu'elle est souvent assez peu satisfaisante du point de vue de la qualité qui pourrait être obtenue. Et pourtant, il existe une demande finale claire, souvent. En tout cas, c'est vrai pour le blé en Éthiopie, c'est vrai pour les oignons au Sénégal. Il existe des intrants accessibles ou des pratiques de culture qui sont disponibles, faciles à mettre en œuvre et de manière importante connues des agriculteurs. Donc, pour les oignons au Sénégal, je vais parler de la vallée du fleuve Sénégal, où vous avez une très très bonne agence de vulgarisation agricole qui s'appelle la SAED, comme vous connaissez peut-être, qui depuis des années explique aux producteurs comment est-ce qu'on fait des bons oignons, et les producteurs savent le faire. En Éthiopie, voilà un pays qui a investi massivement dans la vulgarisation agricole depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, faire du blé de meilleure qualité, ils savent faire également. Souvent, ça commence par ne serait-ce que trier son grain après récolte. Donc, il existe une demande, il existe des intrants qui sont disponibles. Pour les oignons, ça veut dire essentiellement utiliser des engrais avec un peu plus de potassium. Et ils sont disponibles localement, ils ne sont pas vraiment plus chers que de l'urée simple. Et pourtant, ils sont très peu utilisés. Et puis, il existe, encore une fois, je l'ai dit, des connaissances et une information. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que la qualité soit encore si peu satisfaisante? Ce que l'on observe sur le terrain, donc comme disait Juliette, la recherche, c'est plein de phases de recherche, c'est d'abord beaucoup de travail de terrain. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'une des principales contraintes, c'est l'absence de mesures ou de certification, parfois, de la qualité sur les marchés ou vis-à-vis des commerçants. Ça peut être des contrats, ça peut être des coopératives, mais très souvent, ce sont des marchés d'assemblage ruraux où les producteurs vendent leur production. Il n'y a pas de mesure de qualité. Et cette mesure de qualité, une des raisons pour lesquelles elle n'existe pas, c'est qu'elle est très chère. Disons, elle a un coût fixe. Et que ramenée à la taille des transactions, elle devient prohibitive pour les petits producteurs. Et donc, si la qualité n'est pas bien mesurée, bien établie, bien certifiée, alors que parfois elle est non observable à l'œil nu, alors on a ce qu'on connaît en économie depuis prix Nobel Jean-Jacques Kraloff, notamment, on a ce qu'on appelle les marchés de lemons, c'est les marchés de la mauvaise qualité qui chasse la bonne. Tout le monde est encouragé à faire de la mauvaise qualité. Et c'est ce qu'on observe en Éthiopie, c'est ce qu'on observe au Sénégal, et puis on a fait une étude sur 18 pays d'Afrique, et où on voit que les systèmes de certification, de mesure de la qualité existent à peu près dans tous ces pays, pour à peu près toutes les spéculations, mais sont dans à peu près toutes les situations non disponibles pour les petits producteurs, parce que trop cher, trop loin, etc., etc. Et donc, dans ces deux pays, il se trouve que certains acteurs voulaient mettre en place des systèmes de mesure de cette qualité, de certification. Alors, dans le département de Podor, c'était les autorités locales qui disaient « Ah, on voudrait installer des balances sur les marchés d'oignons. » Et puis, en Éthiopie, c'était l'Ethiopian Wheat Millers Association qui disait « Ah, on voudrait avoir une capacité à mesurer la qualité, à certifier la qualité au niveau des producteurs, histoire qu'on ait moins de mix variétal, moins de mix de qualité, de sorte que notre farine soit mieux. » Et donc, on a accompagné tout ça avec des études, notamment avec des serres randomisées. Et les résultats de ces études montrent que
quand ces systèmes existent, les producteurs changent de manière très forte et de manière très rapide la façon dont ils produisent, c'est-à-dire l'utilisation des bons intrants pour les oignons, c'est-à-dire de mieux trier, nettoyer leur production post-harvest, post-récolte pour les producteurs de blé en Éthiopie, mais également ensuite, pour la saison d'après, d'investir dans une meilleure fertilisation de leur sol ou des meilleures semences. Donc on voit que les producteurs réagissent très très vite, la qualité augmente, et d'ailleurs, en tout cas c'était le cas pour les oignons au Sénégal, les prix ont augmenté et le revenu des producteurs a augmenté avec. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on identifie cette contrainte, et surtout on se dit que la qualité n'est en fait pas vraiment un problème de financement pour les petits producteurs, en tout cas pas au niveau des petits producteurs. On pourrait dire que c'est peut-être un problème d'infrastructure ou d'institution qui font fonctionner les marchés pour la qualité. Donc ça, c'est assez classique dans l'ensemble du monde. Et alors, on se dit, si cette certification est trop coûteuse parce que la taille des transactions est trop petite, alors peut-être que c'est quelque chose qui mérite d'être subventionné. Donc au lieu de financer les producteurs à produire de la meilleure qualité, peut-être qu'il faut subventionner des systèmes de certification, de sorte que les producteurs y aient accès à moindre coût. Et cette subvention, elle se justifie notamment si l'augmentation de la qualité est liée à un impact social positif, des externalités positives. C'est souvent comme ça qu'on justifie les subventions en économie. Parce que peut-être que d'un point de vue sécurité alimentaire, au niveau du pays, c'est mieux. Peut-être parce que d'un point de vue sécurité sanitaire, c'est mieux également, etc. Ça, c'est que la moitié de l'histoire, puisque l'autre observation qu'on fait, c'est que juste après nos études, ce qui se passe, c'est que les intermédiaires de marché, les acheteurs en fait, les commerçants, les traders de blé sénégalais, en Éthiopie, ou les banabana qui commercialisent, qui achètent l'oignon sur ces marchés au Sénégal, en fait, ils n'ont pas soutenu, voire pas utilisé ces systèmes de certification. Et là, il y a plusieurs hypothèses. Au Sénégal, en fait, les banabana, ces commerçants, se sont opposés, c'est-à-dire l'année d'après, ils sont menacés de ne plus venir sur ces marchés qui sont dans le département de Podor, donc ils sont les plus loin des marchés consommateurs de Touba ou de Dakar, que vous connaissez probablement. Et ils ont dit, nous, si vous continuez avec vos balances, on ne vient plus. Alors que c'est d'avoir des balances sur les marchés, puis on travaillait, donc je lirai après, mais c'était des études qui étaient menées avec nos étudiants de l'université Gaston Berger. Ils disaient, ces balances, ces systèmes de mesure de la qualité, ils existent dans les Niayes, plus près de Dakar ou Touba, etc. Mais pour aller jusqu'à Podor, il faut enlever ces balances. Et donc, en fait, quand on creuse un petit peu, ce qui se passe, c'est que ce système de certification de qualité est opposé par les intermédiaires, non pas par les producteurs, et par des intermédiaires qui ont peur, peut-être à raison, de perdre par ce nouveau système. En gros, ils gagnent mieux, une incertitude sur la qualité, peut-être qu'ils ont plus de valeur ajoutée vis-à-vis des grossistes auxquels ils revendent, que lorsque l'information est plus transparente. Et donc ici, on arrive dans un autre champ de l'économie, qui est l'économie politique. L'économie politique des réformes, c'est vrai en France, c'est vrai dans le commerce international. C'est souvent de se dire, lorsqu'il y a des réformes, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et donc peut-être que ces perdants, en particulier, d'abord parce qu'ils n'ont rien fait, mais peut-être aussi parce qu'ils ont une capacité de blocage, peut-être qu'il faut arriver à les compenser. Donc là, on voit que c'est un autre outil de financement qu'il faut, c'est une autre raison de financer, mais ce n'est pas au même niveau. Si on veut financer la qualité, peut-être qu'il y avait l'infrastructure, peut-être qu'il faut arriver à compenser les perdants si on veut que tout d'un coup, la chaîne de valeur switch passe à un système de meilleure qualité. En Éthiopie, c'est un petit peu différent. L'histoire ici, c'est que les commerçants qui veulent commercialiser de la qualité certifiée, de la bonne qualité certifiée comme de la bonne qualité, doivent en fait investir dans un coût fixe. Typiquement, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un camion séparé ou qu'ils aient des acheteurs différents ou qu'ils aient des employés qui soient formés à la distinction de comment est-ce qu'on gère la qualité certifiée et la qualité non certifiée. Et lorsqu'il y a un coût fixe en économie, c'est toujours un peu pareil, c'est que c'est un risque. J'investis, mais j'aimerais bien être certain que cet investissement va être rentable.
Et pour ça, une des premières choses à savoir, enfin que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de producteurs qui vont arriver avec de la qualité certifiée, de sorte que j'aurai de quoi remplir ce camion, peut-être que j'ai loué en plus de mon autre camion. Et donc ici, c'est plus un problème d'économie politique, c'est un problème de coordination des acteurs. Et on pourrait dire d'ailleurs, donc, les commerçants en Éthiopie, en fait, lorsque les producteurs arrivaient avec de la qualité certifiée, ils disaient merci, c'est formidable, ils vidaient le sac, ils le mélangeaient avec le reste. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils disaient je ne sais pas, il y a combien de producteurs qui étaient prêts à amener ces sacs. Ici, tant que les commerçants ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un nombre suffisant de producteurs qui amènent de la qualité certifiée, ils ne vont pas valoriser cette qualité certifiée. Et tant que ces commerçants pensent comme ça, les producteurs ne vont pas eux-mêmes investir dans la certification et la qualité qui va avec. Et donc, on est dans un équilibre coopératif faible, enfin non coopératif faible, qui peut, par une politique publique, être dépassé si, par exemple, on subventionne pendant, disons, les premières phases, les premières périodes, l'utilisation de la certification par les producteurs et qu'on en informe les commerçants. Au passage, je voudrais dire que ça a mis 50 ans aux États-Unis pour que les systèmes de mesure de la qualité du grain soient adoptés au niveau du Chicago Board of Trade. Et ça ne s'est fini que parce que l'État fédéral a fini par dire maintenant tout le monde se met d'accord, c'est ça qu'on utilise. Donc la coordination des acteurs, c'est extrêmement important. Et vous voyez que c'est pas la même raison, c'est pas la même utilisation des ressources dont on a besoin, c'est pas le même type de financement dont on a besoin pour changer cette chaîne de valeur. Donc, pour finir, il me semble que ces études, qui sont juste 2 études parmi d'autres, et il y en aurait beaucoup à citer, elles sont cependant assez représentatives du domaine, et j'en tire quelques enseignements sur les liens entre recherche et décideurs et acteurs. D'abord parce que la recherche, c'est pas juste la validation, ça marche pas. La recherche, ça a été dit, je crois par mes 3 prédécesseurs, la recherche, quelle que soit sa méthode, y compris les essais randomisés, c'est avant tout un partenariat, un accompagnement dans le temps. Et ça veut dire qu'il y a un besoin d'interaction longue et continue entre les équipes de recherche et les équipes et les acteurs, et puis notamment ceux qui vont prendre les décisions. Et donc ça, c'est un peu une autre de mes marottes, je me permets d'utiliser ma tribune, c'est qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus important pour garantir ces échanges dans le long terme que d'avoir des équipes locales des institutions locales portent ces études. Et donc, il s'agit non pas de financer, il s'agit de renforcer les universités locales, faire en sorte que ces études-là soient capables d'être menées par l'Université Gaston Berger, par l'Université d'Addis Abeba, avec des collègues de France lorsqu'ils les trouvent intéressants et sympathiques. Mais la garantie du succès de la recherche vers l'accompagnement des politiques publiques et des décideurs, pour moi, elle passe d'abord par le renforcement et par le positionnement des institutions de recherche locales dans ces processus. L'autre leçon que je tire, c'est que le contexte est fondamental. Toutes les technologies agricoles dont on veut bien parler, que ce soit les simples, les semences, les engrais, d'autres plus compliqués, les managements de ressources naturelles et autres, tout va être déterminé par la profitabilité de ces actions pour les producteurs eux-mêmes. Et cette profitabilité, elle est extrêmement hétérogène. Si on prend juste les engrais, ne serait-ce qu'au Kenya, il y a une énorme hétérogénéité entre la profitabilité des engrais pour un producteur à un endroit par rapport à un producteur à un autre endroit. Et cette hétérogénéité, elle dépend des conditions de sol, mais elle dépend des conditions d'accès à la route, elle dépend des conditions d'accès au marché du crédit, de l'assurance et autres, etc. L'Afrique subsaharienne, c'est un des endroits les plus hétérogènes d'un point de vue agroécologique, mais également d'un point de vue infrastructure et économique. Et cette hétérogénéité, elle varie en plus dans le temps, sous la pression du changement climatique, et elle n'est pas amenuisée par le fait que l'irrigation, par exemple, permet de réduire l'hétérogénéité entre différents endroits, et l'irrigation en Afrique reste extrêmement faible. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que l'ensemble des recherches qu'on fait dépendent du contexte, et que plus de recherches sur les contextes, qu'est-ce qui rend favorable l'impact de ces innovations, me semble aussi important que mesurer l'impact d'une innovation à un moment donné.
Et c'est pour ça que parmi les outils dont parlait Ariana notamment, il y a eu l'idée d'utiliser le plus possible les nouvelles sources de données auxquelles on a accès, qu'elles soient satellitaires, qu'elles soient administratives, qu'elles soient des nouvelles formes d'enquête au niveau des chaînes de valeur, qui ne sont pas du tout assez renseignées, doivent accompagner la recherche et les évaluations d'impact pour l'information des politiques publiques. Et enfin, mon dernier point, ça sera en lien avec l'objet de cette conférence, c'est que le financement doit aller vers les bons acteurs, ceux qui vont prendre des risques pour que l'innovation ou l'intervention ait un impact positif, mais peut-être aussi pour que le contexte évolue. Ici, j'ai parlé des intermédiaires en vous disant que il y a différentes façons de les accompagner selon les contextes. Ce n'est pas la même chose au Sénégal, ce n'est pas les mêmes contraintes au Sénégal qu'en Éthiopie. Ailleurs, ça sera peut-être d'autres maillons de la chaîne de valeur et qu'il est important de prendre ça en compte pour choisir les financements qui accompagneront le développement agricole en Afrique. Merci.